بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 2, في المodule capteur et chaîne de mesure en télécommunication. Donc, c'est pour licence 3 et pour master de système embarqué. Donc, c'est rappel pour les masters et un cours pour licence. Donc, on va voir les caractéristiques métrologiques des capteurs. Comme toujours, on doit commencer par la définition et on va définir c'est quoi métrologie. On peut définir la métrologie comme étant la science de la mesure. Elle définit les principes et les méthodes permettant de garantir et maintenir la confiance envers les mesures résultant des process de mesure. Il s'agit d'une science transversale qui s'applique dans tous les domaines où bien les mesures quantitatives sont effectuées. On peut distinguer artificiellement différents aspects de la métrologie pour faciliter sa compréhension. Nous avons la métrologie fondamentale ou bien scientifique. Quel est son rôle? C'est bien pour viser ou à créer, développer et maintenir des étalons de référence qui sont bien reconnus. Nous avons comme deuxième type la métrologie industrielle. Donc, elle est la plus fréquente. Elle permet de garantir les mesures, par exemple les process de fabrication, dans le cadre de contrôle de qualité, lié à un système de management de qualité. On trouve aussi la métrologie légale, donc elle est liée aux mesures sur lesquelles s'appliquent des exigences réglementaires. Nous avons une remarque. En plus d'une métrologie traditionnelle quantitative, certains parlent de métrologie molle. Elle concerne les mesures sans dimension physique et qualitative. Cela peut être un abus de langage, mais il s'agira plutôt de contrôle de qualité spécifique. On va passer maintenant à la définition des éléments qui vont constituer la métrologie. On va commencer par le mesurage. C'est quoi le mesurage? C'est l'ensemble des opérations ayant pour but de déterminer une valeur d'une grandeur. Deuxième type, c'est bien la mesure. Donc, c'est l'évaluation d'une grandeur par comparaison avec une autre grandeur de même nature prise par unité. Donc, exemple, vous avez 2 mètres, 400 grammes, 6 secondes, etc. Nous avons aussi la grandeur X. C'est un paramètre qui doit être contrôlé lors de l'établissement d'un produit ou de son transfert. Qu'en titre d'exemple, vous avez la pression, la température, le niveau, etc. Donc, on va effectuer des mesures pour connaître la valeur instantanée et l'évolution de certaines grandeurs. Et on doit faire renseignement sur l'état et l'évaluation du problème, du phénomène physique ou bien chimique ou bien industriel. Sachant que la mesurande, ce qu'on veut mesurer, tant que la grandeur mesurée, ce qu'on peut mesurer. Nous avons aussi l'incertitude dx, donc le résultat de la mesure dx, x d'une grandeur grand X n'est pas complètement défini par un nombre. Donc, il faut au moins le caractériser par un couple. On aura dans ce cas x et dx avec l'unité de mesure. C'est quoi le dx? Le dx, c'est l'incertitude sur x. Donc, les incertitudes proviennent de différentes erreurs liées à la mesure. Exemple, vous avez x compris entre x moins dx et x plus dx. On va prendre un exemple. Si vous avez 3 cm, plus ou moins 10%, ou bien on peut écrire 3 cm, plus ou moins 3 mm. On va définir, donc on a déterminé avec l'incertitude, on passe à l'erreur absolue. L'erreur absolue, c'est le résultat d'un mesurage moins la valeur vraie de la mesurante. Une erreur absolue s'exprime dans l'unité de la mesure. Dans ce cas, vous aurez E, l'erreur absolue égale petit x moins grand x. Donc, exemple, vous aurez une erreur de 10 cm sur une mesure de distance. On passe maintenant à l'erreur relative.
Donc, c'est le rapport de l'erreur de mesure à une valeur vraie de mesurant. Dans ce cas, l'erreur relative s'exprime généralement en pourcentage de la grandeur mesurée. Dans ce cas, vous aurez l'erreur relative égale l'erreur absolue divisée par grand X en pourcentage. Par exemple, vous avez erreur de 10% sur une mesure de distance. Dans ce cas, vous aurez 10% de la distance réelle. C'est quoi l'étalonnage d'un capteur? En métrologie, l'étalonnage, c'est une opération qui concerne les appareils de mesure ou bien de restitution de données. Nous avons deux appareils différents, donc deux conceptions différentes, mais aussi deux appareils de la même gamme. Dans ce cas, vous aurez la même marque, le même modèle, etc. Ne réagissent pas exactement de la même manière. Il faut donc une procédure permettant d'obtenir le même résultat à partir de la même situation initiale. Donc, le mot calibrage a un sens différent. Donc, il est différent à l'étalonnage, d'accord? Le capteur est caractérisé par trois qualités. Vous avez la justesse, la fidélité, la sensibilité et la résolution. Un appareil fidèle donne des résultats très proches lorsqu'il mesure une même valeur et il est peu sensible aux perturbations extérieures. Les résultats ne sont pas forcément centrés autour de la valeur réelle. Quand on dit un appareil, elle est juste. Donc, la justesse, c'est la qualité d'un appareil qui influe peu sur le circuit dont il fait partie. Les résultats sont proches de la valeur réelle. On passe à la sensibilité, donc c'est le coefficient directeur de la relation liant la tension délivrée par le capteur à la grandeur physique à mesurer. La résolution d'un système, c'est la plus petite quantité que l'on peut mesurer. Sachant que le progrès de la miniaturisation de l'informatique, dans ce cas, il permet de concevoir des capteurs qualifiés d'intelligents. Le capteur s'intègre une partie communicante. Ils peuvent engager un dialogue avec un ordinateur à l'intermédiaire d'un bus de terrain. Les capteurs qui fournissent une information binaire portent le nom de détecteur, tout simplement. On parle soit de détecteur de position, de plusieurs types de détecteurs. Maintenant, c'est quoi la prise de décision? En règle générale, le capteur ne fait que traduire une grandeur physique en une tension qui peut être sous la forme d'une image. Il n'y a ici aucune prise de décision. Pour donner une image binaire, le capteur doit posséder un organe de prise de décision. Il s'agit de vérifier si la tension image, c'est la plus petite ou bien la plus grande qu'une tension de référence, appelée dans ce cas seuil. Comme exemple, nous avons la réponse statique d'un capteur. C'est quoi la réponse statique? C'est tout simplement la réponse du capteur dans son régime permanent. C'est-à-dire quand les grandeurs d'entrée ou bien ce qu'on appelle les mesurandes et les grandeurs de sortie de capteur ou bien ce qu'on appelle la mesure n'évoluent plus dans le temps. Donc, quand on aura des dérivés de grandeur d'entrée et de sortie, la dérivée des grandeurs d'entrée et de sortie, dans ce cas, ils sont nuls. Toujours la réponse statique est déterminée par l'étendue de mesure du capteur, donc dans la partie ce qu'on appelle la zone nominale d'emploi. Toujours pour une chaîne de mesure, nous avons le capteur qui a une grandeur physique à l'entrée accompagnée de la mesurande et à la sortie, on aura une grandeur électrique ou bien ce qu'on appelle mesure. Sachant que l'évaluation du régime statique suppose que le mesurande ou bien l'entrée, elle est constante et que le capteur n'est plus dans son régime transitoire. Maintenant, c'est quoi le temps de réponse? Le temps de réponse nous permet d'évaluer la manière dont un capteur réagit à une variation brusque du mesurant ou bien à l'échelon. On va prendre un exemple pour bien comprendre cette partie. Si on vous demande de faire l'étalonnage d'une résistance, dans ce cas, on cherche à établir une courbe d'étalonnage entre la température qui doit être exprimée, par exemple, en degrés Celsius et la résistance en ohms. Pour cela, on utilise un capteur résistif qui va mesurer la résistance
et un capteur de température de référence qui va mesurer la valeur de la température. Donc, on a besoin de deux capteurs, un pour la mesure de la température et deuxième pour la mesure de la résistance. Dans ce cas, on va établir grâce à ce système la résistance correspondante à la température ambiante, par exemple à moins 50 degrés. Donc, à moins 50 degrés, grâce à une bombe réfrigérante et à la température d'un réfrigérateur 5 degrés Celsius et la température d'un congélateur moins 6 degrés. On peut dans ce cas tracer la courbe de tendance correspondante et l'équation, bien sûr. Voici l'exemple. Donc, la température en degrés Celsius, la résistance en kilowatts et la courbe d'étalonnage de notre capteur de température. Par exemple, si vous avez une température 21 degrés, la résistance en kilo-ohms, ça sera 115. Si vous avez la température 5 degrés Celsius, la résistance, ça sera de 36. À moins 6 degrés, on aura une résistance de 490 kilo. À une température de moins 50, on aura une résistance de 7000 kilo-ohms. On va voir un deuxième type, c'est bien l'étalonnage en tension. Et dans ce cas, vous aurez la courbe suivante. Donc, pour une température 22, vous aurez la tension égale à 0,25. Température moins 14, par exemple, la tension, ça sera 1,3. Pour une température moins 50, vous aurez la tension égale à 3,7 et on va tracer notre courbe d'étalonnage en tension, la température en degrés Celsius en fonction de la tension en volts. Maintenant, on va voir ensemble quels sont les différents types d'erreurs possibles dans ce cas. Nous avons trois types d'erreurs. L'erreur systématique, c'est quoi les erreurs systématiques? Ce sont des erreurs reproductibles reliées à leur cause par une loi physique, donc ils sont susceptibles d'être éliminés par des corrections convenables. Deuxième type d'erreur, c'est bien ce qu'on appelle les erreurs aléatoires. C'est quoi les erreurs aléatoires? Ce sont des erreurs non reproductibles qui vont obéir à des lois statistiques. Troisième type, c'est bien les erreurs accidentelles. Donc, elles résultent d'une fausse manœuvre, d'un mauvais emploi ou bien d'un défonctionnement de l'appareil. Elles ne sont généralement pas prises en compte dans la détermination de la mesure. Donc, dans ce cas, si vous voulez tracer l'erreur de linéarité en fonction de la mesure, donc la mesure en fonction de grandeur, soit vous aurez une courbe exacte en bleu, ou bien en rouge, vous aurez une courbe non linéaire. Ici, on va représenter l'erreur d'hystérésis. Donc, le résultat il va dépendre de la mesure précédente. Ici, on va tracer l'erreur de 0, bien ce qu'on appelle l'offset. La dérivée sera en parallèle exactement avec la courbe exacte. Et ici, vous aurez les erreurs d'échelle ou bien de gain. On commence par le même point, mais on aura une déviation après un certain temps. Donc, ça, c'est pour représenter les différents types d'erreurs d'un capteur. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, on a terminé avec le chapitre numéro 2. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir ensemble le chapitre numéro 3. Merci beaucoup et à la prochaine.